Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le certificat marketing digital, une formation professionnelle que je présenterai en fin de cet échange, organisé par l'ESCP Business School en partenariat avec le CCM Benchmark Group. C'est un nouveau webinaire au cours duquel nous allons aborder une question importante, je pense, pour beaucoup d'entreprises, c'est quelle place donner à LinkedIn dans sa stratégie en 2022. Pour ce faire, nous avons organisé en fait un échange, témoignage avec Vincent Laramendi, bonjour Vincent, de la Banque Transatlantique, que je laisse se présenter. Merci Hervé, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis responsable marketing digital et communication digitale à la Banque Transatlantique, qui est une banque de gestion de patrimoine filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ce titre, je pilote la stratégie de contenu et de publication de la banque sur les différents canaux digitaux, notamment LinkedIn dont on va parler aujourd'hui. Et tu t'en rappelles, enfin, tu le sais sûrement Hervé, hein, LinkedIn c'est vraiment un outil professionnel Sujet de prédilection pour toi, tout à fait. Voilà, oui. que j'aime beaucoup. Et tu t'en rappelles probablement, hein, on a travaillé ensemble dans le cadre du certificat marketing digital de l'ESCP. J'avais travaillé une problématique LinkedIn qui était quels sont les avantages de la prise de parole des dirigeants sur les réseaux sociaux professionnels, en l'occurrence LinkedIn et Twitter. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise en termes de visibilité, e-réputation, notoriété, et tout le volet employé advocacy et marque employeur qui sont des éléments, je pense, qu'on va parler tout à l'heure. Très bien, merci à toi Vincent d'être là. Nous allons reparler effectivement du sujet de ta soutenance parce qu'il est tout à fait important. N'hésitez pas en fait à poser vos questions dans le chat. On les prendra soit au fil de l'eau, soit en fait finalement en fin de présentation. Un petit propos en fait introductif en tout début. Je crois que c'est important en fait de repositionner LinkedIn comme le réseau avéré des professionnels. Alors, quand je dis des professionnels, ça veut dire des individus. Quelques chiffres, 23 millions de membres en France sur les 810 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, avec un point important, c'est que globalement, un membre sur deux est actif tous les mois. Donc ça, c'est un premier point. Il est important, c'est que c'est d'abord un réseau social, je pense que Vincent y reviendra, un réseau social d'individus qui partagent entre eux, a priori, pour des raisons professionnelles. Bien que, là aussi, c'est peut-être un sujet en fait, qu'on pourra évoquer très rapidement, tout le monde dénonce une certaine Facebookisation de Facebook. Mais Facebook, c'est aussi une place où des personnes morales, les entreprises, vont venir en fait, créer des présences. Et là encore, quelques chiffres qui sont importants en fait, finalement, à positionner. C'est si on prend les entreprises B2B, une récente étude faite par Oracle au niveau européen montre que 92% des entreprises B2B ont une présence sur LinkedIn et positionnent LinkedIn comme le point de contact principal sur les médias sociaux avant Twitter. Lorsqu'on regarde en fait du côté des entreprises B2C, même constat. Enfin, j'ai mis quelques slides avec Apple, Miracle, le groupe SEB et autres. Ce qui est important, c'est de voir que 100% des entreprises du CAC 40 sont présentes sur LinkedIn. Donc on voit une présence massive des entreprises B2B et des entreprises B2C, qui ne doit pas oblitérer le fait que LinkedIn est un écosystème très, 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 très large sur lequel on va trouver aujourd'hui tous les médias, Le Monde, Le Figaro, Le Point, Mediapart, les politiques, Elisabeth Borne, bien évidemment, Emmanuel Macron, les ONG, les grandes écoles, les cabinets de recrutement. Bref, c'est un écosystème qui représente vraiment l'ensemble de la société. Et dans cet écosystème, il y a là encore une particularité qu'il est important en fait, de mettre en avant. Il y a ces fameux influenceurs, dont on parlera tout à l'heure. Des influenceurs qui sont très larges. Donc, il existe en fait des classements officiels des influenceurs qui sont faits par LinkedIn, ce qu'on appelle les Top Voices, qui sont faits par catégorie, Top Voices Emploi, Top Voices Next Generation et autres. Mais d'autres classements également qui sont faits par différents organismes. Et j'ai pris l'exemple, bien évidemment, du classement qui a été
été fait notamment par les Échos sur les influenceurs de la banque et de l'assurance, qui montre un point important, c'est que chaque communauté va avoir en fait finalement des influenceurs spécifiques. On a organisé en fait cet échange en 4 parties. Des considérations d'ordre stratégique, des considérations sur le contenu, sur l'organisation et le suivi de performance. Donc n'hésitez pas en fait finalement sur chacune des parties en fait à poser les questions qui vous sembleraient pertinentes. On va tout de suite commencer en fait finalement par la stratégie avec une question, je dirais des questions très générales. Pourquoi mettre LinkedIn dans sa stratégie marketing communication? Quelle place la Banque Transatlantique donne-t-elle à LinkedIn? Est-ce important pour vous? Vincent, je te laisse aborder cette première série de questions. Pourquoi alors déjà, c'est un canal important pour nous, qui fait partie de notre stratégie de communication, digitale et non digitale, hein, puisque on travaille les différents éléments. C'est une plateforme, on y a été au tout départ. Pourquoi? Parce qu'elle était en plein développement et c'est un écosystème professionnel. Tu l'as rappelé tout à l'heure avec des chiffres. La plupart des professionnels sont sur LinkedIn et la plupart des fonctions d'entreprise vont sur LinkedIn. Et donc, finalement, si on veut rayonner auprès de notre écosystème professionnel, c'est la plateforme aujourd'hui numéro 1, très largement numéro 1. Ensuite, pourquoi on y va? Parce que nos audiences, à nous, à la banque, elles y sont. Évidemment, il y a nos clients, nos prospects, qui sont plutôt, pour simplifier, des décideurs, hein, des dirigeants, des cadres d'entreprise, des entrepreneurs, des investisseurs. Il y a tous nos partenaires et nos prescripteurs qui peuvent y être. Tu l'as montré aussi tout à l'heure, il y a de plus en plus tout ce qui est médias et journalistes, ils sont aussi sur LinkedIn, alors qu'avant, ils étaient essentiellement sur Twitter. Maintenant, ils sont aussi et de plus en plus sur LinkedIn. Et après, il y a toute une catégorie de population, d'audience qu'on oublie souvent, qu'on sous-estime. C'est ce qu'on appelle les collaborateurs, qui nous permettent de faire à la fois de la communication interne ou de la marque employeur et de travailler aussi tout ce qui est employé advocacy qui va nous aider à booster la visibilité finalement de la banque. D'accord. Est-ce que la montée en puissance de LinkedIn depuis le rachat par Microsoft en 2016 et puis l'importance que vous lui donnez, est-ce que ça a modifié la place que vous accordez par exemple à un média social comme Twitter? Déjà aujourd'hui, il y a eu plusieurs phénomènes. Donc déjà, si on regarde d'un point de vue très macro, effectivement, il y a eu une accélération, une digitalisation de l'économie, hein, et des contenus et des médias. C'était bien avant la crise sanitaire. Et ensuite, comme tu l'as dit, LinkedIn a bénéficié d'événements favorables, le rachat par Microsoft et aussi en France, la disparition, on va appeler ça comme ça, de Viadeo. Donc du coup, LinkedIn est devenu vraiment la plateforme idéale des professionnels. Ensuite, par rapport à Twitter, en ce qui nous concerne, pour nous, c'est vraiment des objectifs et des audiences très différents. Pourquoi? Parce que je vous ai donné la liste des audiences que l'on vise. Et pour prendre l'exemple des collaborateurs, ils sont beaucoup sur LinkedIn et de plus en plus sur LinkedIn, alors qu'ils sont, en tout cas chez nous, très peu sur Twitter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on va publier des contenus, il y a des contenus qu'on va pouvoir adresser aux collaborateurs sur LinkedIn. Et ces contenus, la plupart de ces contenus, on ne va pas les relayer sur Twitter, tout simplement parce que les collaborateurs, en tout cas nos collaborateurs, ne sont pas sur Twitter. Donc pour nous, c'est deux plateformes complémentaires. Qualifierais-tu LinkedIn d'indispensable à ta stratégie ou d'accessoire? Pour nous, c'est indispensable déjà parce que tu l'as dit, c'est une plateforme en pleine croissance. Et pour moi, elle n'est qu'au début. Alors, je sais, la plateforme a à peu près 20 ans, hein, et on en parle beaucoup maintenant. Mais pour prendre mon cas personnel, tu vois, j'ai un compte depuis 2006. Et on en parle seulement beaucoup depuis 3-4 ans. Mais pour moi, c'est que le début. C'est un outil professionnel, on le dit beaucoup. On utilise le terme outil. Et si tu veux, Microsoft, à qui ça appartient, a beaucoup d'outils qu'on utilise aussi tous les jours. Word, Excel, mais aussi Skype, Teams, Outlook, tout ça sont des outils qu'on utilise tous dans l'entreprise au quotidien. Les collaborateurs, les RH, les entreprises, les équipes commerciales, les équipes marketing, communication, etc. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil de ce type-là qui est devenu incontournable et utilisé par quasiment toute l'entreprise. D'accord. Si on regarde en fait la présence de la Banque Transatlantique sur LinkedIn, aujourd'hui, on voit que vous avez 11 095 abonnés. Comment tu positionnes ce chiffre? Je vois aussi 391 employés. Comment tu positionnes ces chiffres? Quels sont tes objectifs? Alors, ces chiffres sont très bons et d'ailleurs, on est presque à 12 000 hein, maintenant
par rapport au screenshot, on a déjà bien évolué. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en juin 2018, il y a 4 ans, on avait 5 fois moins d'abonnés. On était à 2200 abonnés. En 4 ans, on a multiplié par 5 le nombre d'abonnés de LinkedIn. Donc, c'est une belle croissance, une très belle croissance. Et tu parlais du nombre d'employés, de collaborateurs. Il y en a à peu près 400, d'après LinkedIn, qui nous suivent, qui sont abonnés à notre page. Et nous, on a un groupe, le groupe Banque Transatlantique, en France et à l'étranger, on a à peu près 400 collaborateurs, un peu plus de 400 collaborateurs. Ce qui signifie que la très, très, très grande majorité de nos collaborateurs nous suivent sur LinkedIn. Après, on peut aussi se comparer, on peut se benchmarker aux autres entités du groupe Crédit Mutuel. On a fait cet exercice, sans vous dévoiler de secret. On est très bien placé par rapport aux différents classements qu'on peut regarder par rapport aux autres entités. Donc ça, c'est très positif. Et au-delà de la taille de la communauté, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette communauté, elle continue de grandir, d'une part, ça c'est très bien, mais en même temps, on arrive à améliorer la qualité de présence sur LinkedIn. Et comment on va savoir ça? Parce que c'est bien d'avoir une communauté qui grandit, c'est bien d'avoir 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, mais ce qui compte, c'est d'interagir avec son audience. Et comment on va regarder ça? On va regarder si on a des likes, on va regarder si on a des partages, si on a des commentaires. Et nous, non seulement on grandit, mais on grandit de plus en plus vite sans perdre le dynamisme de la communauté qui est de plus en plus active et de plus en plus, qui interagit de plus en plus avec nous. Alors, LinkedIn permet d'adresser différentes audiences. Je vois que vous avez créé des pages affiliées. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les pages affiliées et pourquoi vous avez créé ces pages affiliées? Alors, au tout départ, comme tout le monde, on a créé une seule page, la page principale, la page de la Banque Transatlantique pour tout le groupe Banque Transatlantique. Après, on peut développer des pages affiliées qui sont des pages, on va dire, qui vont être rattachées au compte principal. La raison principale, outre des raisons, on va dire, réglementaires, conformité de statut, dont on ne va pas développer ici, mais au niveau communication, la raison principale, c'est qu'on ne s'adresse pas à des audiences différentes de la même manière. Et donc, nous, pour prendre un exemple simple, on a beaucoup d'entités à l'étranger. On ne va pas s'adresser aux personnes qui sont en Belgique ou au Luxembourg de la même manière qu'avec le compte à Paris qui s'adresse à tout le monde. Donc, on va avoir à la fois des pages affiliées qui vont être internationales, qui vont pouvoir parler de manière plus locale aux différentes personnes à l'étranger. Et on va avoir des pages affiliées par thématique très précises. Je prends juste un exemple pour que ça soit concret. On a un fonds de dotation à la banque qui parle beaucoup de philanthropie. Et évidemment, l'actualité de ce fonds de dotation est différente de l'actualité de la Banque Transatlantique. Les audiences sont différentes et les objectifs de communication et la manière de communiquer est aussi différente. Donc, il y a du sens à créer une page supplémentaire. D'accord. Lorsqu'on est sur LinkedIn, on va adresser, en fait, via la présence d'une page d'entreprise, en fait, différentes audiences. Et donc, bien évidemment, on va avoir une problématique de contenu. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques comment tu as structuré justement cette approche de contenu, qui est bien évidemment un sujet clé pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, effectivement, on dit souvent, il y a une règle qu'on appelle le 4-1-1. C'est une règle dont on s'inspire beaucoup, qui veut dire qu'il faut partager à son audience 4 contenus à valeur ajoutée, un contenu externe, enfin un contenu d'un média externe qu'on va relayer sur sa propre page, et un contenu qui parle de nous par nous. Donc, on s'inspire de ça sans forcément faire la même chose. Nous, on va tenir compte de 3 critères principaux pour établir notre ligne éditoriale et notre calendrier éditorial. C'est le type de contenu. Si je schématise au maximum, on va avoir des contenus experts qui vont mettre en valeur nos expertises et la banque et la marque versus des contenus plus vie de l'entreprise, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est histoire de la banque, par exemple. On va avoir des types, un type d'expertise qui va être différent. Si on prend les contenus experts dont je parlais juste avant, on a des clients qui sont des clients patrimoniaux qui sont en France et on a des clients patrimoniaux qui sont à l'étranger, des expatriés. Forcément, je ne vais pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui est résident de France qu'à quelqu'un qui est résident à l'étranger. Et de la même manière, je ne vais pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui est au Canada versus Hong Kong. Donc, et le troisième volet de différenciation, finalement, ce sont les jours de publication. Il y a des jours où votre audience va être plus connectée
et il y a des jours où votre audience va être plus réceptive à certains messages. Quels Et sont donc, ces jours pour toi, si c'est pas indiscret? en fait, ça dépend des contenus, c'est toujours pareil, mais pour donner un cas concret, pour les contenus experts, les contenus qui mettent en valeur vraiment nos métiers, on va plutôt favoriser le mardi et le jeudi, qui sont des jours où, par défaut, les gens prennent moins de RTT, moins de vacances, etc. Ils sont plus connectés, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Ils seront plus connectés à leur environnement de travail. Et donc là, on va plutôt favoriser ces jours-là pour les contenus experts. Et après, les autres jours, les 3 autres jours, on peut bien évidemment, de temps en temps, publier des contenus experts, mais on va aussi faire tous les contenus vie d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est tout ce qui est histoire de la banque, ce genre de sujet. D'accord. Comment assurer justement le bon mix média entre justement les posts à destination en fait, des collaborateurs et les posts à destination en fait, des audiences externes? Justement, en fait, par rapport au 4.1.1 dont on parlait tout à l'heure, les contenus qui s'adressent normalement uniquement à vos collaborateurs, ils ne font pas partie des contenus experts. Et donc, il faut d'abord favoriser des contenus qui s'adressent au plus grand nombre et surtout à vos audiences qui permettent de mettre en valeur votre banque et vos expertises. Donc d'abord, on favorise des contenus experts et dans les contenus experts, on va faire en sorte qu'ils vont aussi intéresser les collaborateurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond à ma question. Ça répond tout à fait à ma question. On a une problématique très forte liée en fait finalement au reach organique des posts. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour toi pour bien utiliser l'algorithme LinkedIn, qui a priori est en train d'ailleurs de changer? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui soutenir une présence sans faire du sponsoring payant de ces posts? Donc, ça fait beaucoup de questions, tout ça. Donc, Bien comment dire? Déjà, quelque chose qu'aime bien LinkedIn, la plateforme, que ce soit pour un compte entreprise, une page entreprise ou pour le compte personnel, il faut bien remplir sa page, bien la compléter et remplir les différentes rubriques. Si on fait ça, ça paraît tout bête, mais si on fait ça, l'algorithme, LinkedIn va favoriser notre visibilité, va nous apporter plus de trafic, plus de clics. Voilà. Après, la clé, pour répondre à ta question plus concrètement, la clé pour aussi avoir une page qui est dynamique et qui va contrer l'algorithme, c'est d'avoir une communauté qui est active. C'est communiquer, concrètement, c'est communiquer de manière régulière avec des contenus à forte valeur ajoutée. Pour aller plus loin et pour booster encore plus la visibilité, il y a 2 solutions. Une qui est payante, tu l'évoquais tout à l'heure à l'instant avec les contenus payants, avec les campagnes sponsorisées, et une qui est gratuite avec un tips de crédit d'invitation. La campagne sponsorisée, ce que vous allez faire, ça va être des campagnes dites d'acquisition, où votre objectif va être d'optimiser le nombre d'abonnés supplémentaires à votre page LinkedIn. Vous allez configurer votre campagne pour que finalement vous ayez beaucoup de nouveaux abonnés qui suivent votre page. Et pour le tips gratuit qui vous permet d'inviter des relations, chaque début de mois, LinkedIn vous donne un crédit d'invitation. D'accord. Pour chacune des pages que vous gérez. Vous pouvez regarder sur votre page LinkedIn, vous regardez en haut à droite, vous avez un crédit d'invitation. Donc, depuis hier, normalement, tous ceux qui gèrent une page LinkedIn ont pu voir leur nouveau crédit du mois. Habituellement, c'était 100. Aujourd'hui, j'ai 250. J'ai un crédit de 250. Et moi, en tant qu'administrateur, je peux envoyer une invitation à mon réseau personnel en leur demandant de suivre ma page LinkedIn. D'accord. Ouais. D'accord. Une question, c'est lorsqu'on a on va gérer sa page en fait finalement comme on le fait d'un média avec un planning éditorial. On a différentes audiences à couvrir. Ça demande quand même, tu parlais de nécessité d'avoir des postes qualitatifs, j'entends bien, mais il y a quand même nécessité également d'avoir un minimum de publications par semaine. Donc la question, c'est vous en faites combien déjà, vous, à votre niveau? Et comment tu gères cette pression? Parce qu'il faut quand même produire du contenu pour être visible. Alors nous, on publie au rythme d'une publication par jour.
c'est notre rythme standard. Donc, ça fait finalement beaucoup, puisqu'on est une structure à taille humaine avec des moyens limités. Effectivement, donc ça demande un gros travail, tu l'as dit, hein, d'organisation, puisqu'il faut avoir beaucoup de contenu, et il faut le faire de manière régulière et avec des contenus qui sont intéressants pour nos audiences. Mais en fait, moi, ce que je vois souvent, c'est que les personnes, dès qu'elles ont 3 contenus intéressants, elles les publient dans la même journée, et des fois, après, pendant 2 semaines, elles ne vont rien publier sur les comptes entreprises et sur les comptes personnels. Et justement, il faut éviter d'être dans cette logique-là. Il faut être justement dans la logique que l'on évoque depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui est ligne éditoriale et calendrier éditorial, c'est organiser votre prise de parole sur LinkedIn comme si vous gériez un média. D'ailleurs, LinkedIn, c'est un média. On est aujourd'hui dans les locaux du Figaro. Le rédacteur en chef du Figaro, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît ses audiences, il sait quelles sont les thématiques qui vont leur plaire, il sait à quelle fréquence il doit leur adresser tel ou tel sujet. Le Festival de Cannes vient de passer, donc évidemment, dans le Figaro, ils n'ont pas vocation à parler de cinéma. Mais peut-être que le week-end, c'est adapté pour parler de cinéma. Donc, fréquence d'une fois par mois. Évidemment, de temps en temps, ils vont parler peut-être du sujet économique du cinéma dans les pages Figaro pendant la semaine. Et évidemment, peut-être qu'aussi, pendant le Festival de Cannes, ils vont consacrer un peu plus de temps et d'énergie à parler du Festival de Cannes. C'est un peu la même logique pour les pages entreprises. Voilà. Bien sûr. Alors justement, tu as abordé un sujet en disant que vous étiez une petite structure. Je voudrais venir finalement sur la question de l'organisation. Quelle organisation, quels outils pour gérer votre présence sur ce média social? Il y a, donc comme on l'a exposé, il y a une particularité de LinkedIn, c'est qu'il y a différents services dans l'entreprise qui vont être concernés. Les services RH, tout ce qui va être recrutement, communication interne, développement de la marque employeur. Les services marketing, tout ce qui va être veille, tout ce qui va être branding, et puis tout ce qui va être service commercial, avec tout ce qui va être prospect et relations clients. Comment vous gérez, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez des outils pour être plus efficace sur LinkedIn? Alors nous, à notre niveau, c'est le service communication auquel j'appartiens qui joue un rôle central dans l'organisation mise en place. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se coordonne avec les différentes équipes. Donc là, tu as parlé des RH, les équipes commerciales, etc. Conformité, fiscalité, voilà, on se coordonne avec les différentes équipes de la banque. On va aussi établir le fameux calendrier éditorial. Et c'est nous qui allons aussi publier les différents contenus de la banque. Donc, on va se mettre en relation finalement avec les différentes équipes pour récupérer le contenu, mettre en place un calendrier pertinent et ensuite publier. Pour nous aider dans cette tâche-là, dans cette mission, qu'est-ce qu'on fait? Notamment, on met en place tous les mois ce qu'on appelle un comité éditorial qui va réunir pour les contenus dits experts, dont je parlais tout à l'heure, un comité éditorial qui réunit tous les contributeurs de la banque pour faire le point ensemble avec les différentes équipes et les différents contributeurs. Quels sont les contenus qui sont en cours de publication, en cours de conception, quand est-ce qu'ils seront disponibles, sur quelles thématiques ils sont, etc. Et après, on va pouvoir avoir une vision de la disponibilité de ces contenus. Et en parallèle, on a tous les contenus, on va dire, vie de l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qu'on va plutôt récupérer sur notre réseau social interne, notre LinkedIn interne, où toutes les équipes ont accès. Aujourd'hui, tous les collaborateurs ont accès à ce réseau social. Ils vont publier régulièrement pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble des collaborateurs. Et nous, on va récupérer ces informations. Une fois qu'on a toutes ces informations, les contenus experts et les informations vie de l'entreprise, on essaye de mettre en place un planning de publication qui est cohérent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avec d'abord, en priorité, des contenus experts. On essaie d'en mettre minimum 2 ou 3 par semaine, sur certains jours, comme on disait tout à l'heure, plutôt les mardis et les jeudis. Et après, on va compléter le planning avec toutes les autres informations qui sont pertinentes et qui peuvent avoir un délai court. Évidemment, un événementiel qui a lieu la semaine prochaine, il faut pas que je publie l'événement trop tardivement. Donc voilà. Bien évidemment. Alors, une question qu'on a abordée en préambule, c'est le rôle de l'employé advocacy. LinkedIn, dans une de ses communications, dit globalement, vos employés ont 10 fois plus de puissance que votre page entreprise. Il faut mobiliser finalement la voix des collaborateurs.
Et on voit effectivement, donc ça c'était d'ailleurs le thème de ta soutenance lorsque tu as fait les certificats marketing digital. On voit que certains dirigeants d'entreprise sont très actifs. Donc là aussi, il y a beaucoup de classements qui sont publiés sur ce sujet-là. Comment toi tu gères cette stratégie d'advocacy, d'employé advocacy? Comment tu as mobilisé en fait, par exemple, tes dirigeants pour qu'ils soient actifs sur LinkedIn? Alors, quelle que soit la catégorie de personnes dans l'entreprise, puisqu'il y a les collaborateurs, on va dire, classiques et les dirigeants qui ont un rôle un peu différent, hein, puisque finalement, ils ont un rôle d'exemplarité et ils vont aider, comment dire, les collaborateurs à prendre la parole. Il faut les accompagner, il faut les former. Donc, il faut mettre en place il faut leur expliquer surtout leur utilité pour eux en tant qu'individus, parce que là, je sais qu'on parle beaucoup de la page entreprise, mais pour qu'un dirigeant consacre du temps à LinkedIn, il faut lui expliquer quel est l'intérêt pour lui et quel est l'intérêt pour son entreprise. La même chose pour le collaborateur. Pourquoi il va passer du temps à aller sur une plateforme, à faire la promotion de son entreprise, alors qu'il va consacrer son temps personnel. Il va partager des informations avec son réseau personnel, et lui, finalement, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça lui apporte? Donc, il faut leur expliquer comment fonctionne LinkedIn, comment configurer son profil, comment prendre la parole, comment avoir de l'influence, et surtout quel est son intérêt à lui. Après, les dirigeants ont un rôle très important. Je ne dis pas que les collaborateurs n'en ont pas, parce que comme tu l'as rappelé, quand les collaborateurs prennent la parole sur LinkedIn, ils apportent énormément de visibilité à l'entreprise. Ce n'est pas compliqué, puisque nous, on a 10 000 abonnés et 400 collaborateurs. Si les 400 collaborateurs interagissent avec le contenu, eh ben, au lieu d'avoir une page qui parle du contenu, on a une page plus 400 comptes. Et donc, c'est mieux d'avoir 401 comptes qui parlent d'un contenu qu'un seul compte. Après, les dirigeants, ils ont un rôle important. Pourquoi? Parce qu'ils enlèvent beaucoup de barrières. Ils montrent qu'on a le droit de communiquer sur LinkedIn. Souvent, une question, c'est est-ce que j'ai le droit? Après, c'est souvent, les gens peuvent nous dire j'ai pas le temps, je sais pas faire, etc., etc. Et donc là, eux, ils ont encore moins de temps que les collaborateurs classiques. Ils prennent ce temps. Et donc, ça veut dire, toi aussi, en t'organisant bien, tu peux prendre le temps de prendre la parole sur LinkedIn. Et ça montre aussi tous les avantages, parce qu'on voit que ça leur donne de la visibilité aux dirigeants et c'est bon pour leur e-réputation, mais c'est aussi bon pour les collaborateurs, pour leur propre visibilité et leur propre e-réputation. Parce que finalement, aujourd'hui, si on pose une question un peu ouverte, quel est le seul média aujourd'hui où les collaborateurs peuvent prendre la parole quand ils veulent, sur les sujets qu'ils veulent et auprès des audiences qu'ils veulent? On est dans les locaux du Figaro, je ne peux pas me faire interviewer par le Figaro ou je ne peux pas me faire interviewer au JT de 20h quand je veux. Sur LinkedIn, je choisis mes thématiques, je choisis mon audience, c'est moi qui accepte ou non les personnes qui rentrent dans mon réseau, c'est moi qui choisis de suivre certaines personnes, c'est moi qui choisis d'interagir avec certains contenus ou pas. Donc, on peut prendre la parole quand on veut, sur les thématiques qu'on veut, et surtout, c'est très bon pour développer ce qu'on appelle notre influence professionnelle et notre leadership digital. Oui. Est-ce que tu as des indicateurs, parce que LinkedIn donne un indicateur en fait, de mesure de l'employé advocacy. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis ou pas? Alors, on le suit, mais très honnêtement, on n'a pas. Tu parlais tout à l'heure d'outils et quels outils on utilisait. On utilise assez peu aujourd'hui d'outils. Alors, je connais beaucoup de prestataires qui nous proposent des solutions très intéressantes. D'ailleurs, j'ai encore un point vendredi avec l'un d'eux. Pour véritablement suivre, oui, on a les data LinkedIn, mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous donne LinkedIn en data, en gratuit, hein, j'entends, ce n'est pas suffisant. C'est bien d'avoir des outils qui permettent d'avoir la visibilité globale. Pourquoi? Parce que si moi, je peux savoir si je publie un contenu, je peux savoir que j'ai eu 10 partages, par exemple. Mais je ne vais pas avoir les vues que ces personnes-là vont avoir sur le partage des posts. Je ne sais pas si je suis clair, mais par exemple, je sais que j'ai eu 10 personnes, j'ai la liste des 10 personnes qui ont partagé, mais je ne sais pas combien elles ont fait de vues. Alors que si je passe par un outil et que les personnes partagent le contenu via cet outil, j'aurai beaucoup plus de data sur la visibilité et les performances de leur poste. Oui. Une question qui est posée par Nicolas Couche. Bonjour Nicolas, qui est responsable digital au Crédit Agricole Assurance. Il dit finalement la performance est très fortement associée à la taille de l'entreprise lorsqu'on regarde le classement des 100 dirigeants qui performent sur LinkedIn. Est-ce que les dirigeants de PME ou de TI peuvent se démarquer d'après toi? Alors,
pour moi, alors je vais pas rentrer dans, enfin, il y a beaucoup de classements qui peuvent être sponsorisés plus ou moins, et dans ces classements, souvent, on ne met que les grands dirigeants, enfin, que les grandes entreprises, 440 ou SBF 120. Donc, c'est pas parce que on a une petite entreprise, entre guillemets, et que, qu'on travaille mal, c'est tout simplement que ces classements-là n'en tiennent pas souvent compte de ces entreprises et de leurs performances. Évidemment, c'est pas la taille qui compte, sur LinkedIn en tout cas, c'est qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir une communauté active, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux avoir peu d'abonnés sur votre page, mais des personnes qui viennent régulièrement sur votre page et des personnes qui vont interagir avec vos contenus. Euh, si vous communiquez de manière régulière du contenu pertinent, on parlait tout à l'heure de l'algorithme de LinkedIn, si vous publiez régulièrement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de regarder simplement leur fil d'actualité, et là, de ne voir qu'une partie des publications de la banque ou de votre entreprise, ils vont avoir accès à l'ensemble des publications de la banque parce qu'ils vont aller directement sur votre page. Et ensuite, si vous interagissez avec des contenus, si votre communauté est active, finalement, c'est positif parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais plus vous interagissez avec quelqu'un à titre personnel, plus vous interagissez avec quelqu'un et plus dans votre fil d'actualité, vous allez avoir les nouvelles, les actualités de cette personne. Je ne sais pas si vous avez fait le... Et donc, concrètement, donc, si votre communauté est active, même si les gens n'en veulent pas aller n'en veut pas aller directement sur la page de votre entreprise, ils vont aller sur la fil d'actualité et par défaut, l'algorithme va proposer les contenus, les actualités de la page entreprise. D'accord. Une question justement sur le suivi des performances. Comment pilotez-vous au niveau de la Banque Transatlantique en fait votre présence sur LinkedIn et quels sont les KPI que vous utilisez? Alors c'est vrai qu'il y a toujours deux volets, hein. Il y a toujours un volet un peu plus quanti qu'on regarde beaucoup évidemment et un volet plus quali. Sur le volet quanti, on va regarder la taille de la communauté et l'évolution, on en parlait tout à l'heure, donc on va regarder le nombre d'abonnés et comment évolue la croissance de la communauté. Et après, on va regarder aussi ce qu'on appelle les vues sur les pages d'entreprise, pardon, on appelle ça les impressions. Est-ce qu'on a de plus en plus de vues pour chacune de nos publications? Donc ça, évidemment, c'est la lecture entre guillemets de base. Et pour aller plus loin sur ce point des impressions, on va faire évidemment des classements. Quel est mon top 10, mon top 20 des publications et pourquoi telle ou telle publication a fonctionné ou pas. Après, évidemment, ce qui est intéressant, ce que je dis depuis tout à l'heure, LinkedIn, c'est une plateforme d'échange, une plateforme de conversation. Et ce qui compte avant tout, c'est d'interagir avec votre audience. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder après? C'est toujours un élément quanti, mais qui est un peu plus important pour moi que la simple visibilité, le simple nombre de vues. C'est combien on a eu d'interactions. Alors, je sais que les gens s'arrêtent souvent au nombre de likes. C'est un bon début. Est-ce que j'ai plus ou moins de likes? Est-ce que le nombre de likes que j'ai eu pour telle ou telle publication est un bon nombre de likes? Si je fais tout le temps 50 et que pour une publication, je fais 10, on peut penser que la publication a moins bien marché versus 10 versus 50. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, plus les gens interagissent et plus vous allez créer du lien avec elles et plus vous allez contrer le problème de l'algorithme. Et après, ce qui est intéressant, d'un point de vue encore plus quali, c'est qui interagit avec vos contenus et quand. LinkedIn, vous allez regarder les datas, vous pouvez savoir des données un peu globales, type c'est quoi la zone géographique des personnes qui ont interagi avec votre contenu, c'est quoi leur fonction, c'est quoi leur niveau hiérarchique. Tout ça, c'est bien, mais c'est encore mieux de savoir précisément, est-ce que ces personnes qui ont interagi avec vos contenus, ce sont des partenaires? Est-ce que ce sont des clients? Est-ce que ce sont des médias? Est-ce que ce sont des dirigeants? Est-ce que ces gens-là, ce sont des clients de votre entreprise? Donc, il y a une lecture que vous pouvez faire publication par publication qui est un peu plus quali, qui va vous prendre plus de temps, mais qui vous donnera beaucoup plus d'insights. D'accord, très bien. Je pense que cette notion en fait de quali est très importante parce que je vois beaucoup de pilotage en fait orienté quanti sur effectivement les impressions et puis tout ce qui va être mesure de l'engagement, notamment effectivement les commentaires et les partages, après, avec un algorithme qui est quand même très très sensible sur la notion effectivement de commentaires. Mais effectivement, cette notion de quali, c'est la qualité des personnes, la qualité des échanges, me semble souvent oubliée. Le temps passe vite. On a déjà écoulé le temps qui nous était imparti. Je vais te demander en fait quels sont les 3 conseils que tu donnerais aux participants pour bien gérer leur
présence entreprise sur LinkedIn? Alors, finalement, c'est une conclusion de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais voilà. Mais gérer LinkedIn comme un média. LinkedIn, c'est un média, gérez-le comme tel. On a dit pourquoi. Donc, avec une ligne des thématiques bien définies, une ligne éditoriale, une organisation et un suivi des performances et des mesures correctives si jamais les performances ne sont pas à la hauteur de vos attentes. 2, humaniser au maximum vos communications. Et là, je parle bien de la page entreprise, encore une fois. Pourquoi? Parce que tout le monde, LinkedIn, tu l'as dit en introduction, c'est une mise en relation, c'est une plateforme professionnelle, c'est un réseau social, une mise en relation de professionnels entre eux. Et donc, tout le monde préfère, autrement dit, tout le monde préfère interagir avec un humain qu'avec une page entreprise. Donc, comment rendre plus sexy votre page entreprise? Plus authentique, plus humaine, plus attractive. Ça va être en travaillant, on a parlé des sujets d'employé advocacy, de marque employeur, et concrètement, comment on fait ça? On va mettre en avant les collaborateurs, on va mettre en avant les experts, on va mettre des photos, on va mettre des vidéos, on va les mentionner, on va les taguer, on va les féliciter. Et donc, du coup, si je mentionne quelqu'un, il va recevoir, c'est ça qui est magique, hein, comme sur les autres plateformes sociales d'ailleurs, il va recevoir une notification qui va l'informer que je l'ai tagué. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir pourquoi il a reçu une notification, il va aller sur le contenu et puis il va faire sûrement une interaction. Et dès lors qu'il aura fait une interaction, ce qui est magique, c'est que du coup, tout son réseau, potentiellement, va voir que cette personne a interagi avec notre contenu. Et là, on va démultiplier notre visibilité. Et le dernier point, on en a parlé un peu rapidement avant, c'est former et accompagner vos collaborateurs. Pourquoi? Parce que, pour faire très court et très simple, le niveau est très hétérogène, hein, sur la connaissance de LinkedIn et quel objectif on peut y atteindre. Les objectifs de chacun sont différents. Si on est commercial ou RH, on ne va pas travailler non plus les mêmes thématiques potentiellement sur LinkedIn. Et donc, en fait, c'est comprendre les besoins de chacun, accompagner ceux qui veulent simplement démarrer, ceux qui ont un compte ou qui n'ont pas de compte, comment les aider à créer un compte, comment les aider à configurer un compte, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, comment ils peuvent le dire, et après, progressivement, donc être présent au départ, être actif ensuite, et après, progressivement, c'est les aider à gagner en influence, en prenant la parole, tu l'as dit, hein, l'interaction phare sur LinkedIn qui vous met en valeur, c'est le commentaire, c'est les aider à commenter des contenus, et pourquoi pas après publier aussi des contenus, pourquoi pas à un moment donné, quand ils seront vraiment influenceurs, pourquoi pas envoyer des newsletters ou rédiger des articles. Voilà, mais il y a beaucoup de degrés qu'on peut franchir au fur et à mesure de sa connaissance de la plateforme. D'accord, très bien. Merci beaucoup Vincent. On va prendre quelques questions, donc je vous laisse en fait finalement peut-être nous soumettre en fait vos questions pendant que je présente très rapidement. Donc ce webinaire est organisé en fait par le certificat marketing digital. C'est c'est une formation à destination des professionnels du marketing qui est organisé par le SCP en partenariat avec le CCM Benchmark Group, le Figaro. C'est un parcours de 10 jours sur 5-6 mois en fonction de l'Injada. Il y a une dizaine d'experts de haut niveau qui encadrent en fait ce parcours, avec une journée qui est dédiée au soutenance projet. La particularité effectivement de ce certificat étant que chaque personne travaille sur un projet concret. Les principaux modules sont très centrés sur les problématiques de marketing digital, hein, tout ce qui est stratégie, visibilité, médias sociaux, data, mesures, avec des projets très très variés. Ce que je dirais simplement sur les projets, c'est on a tous les secteurs qui sont représentés, donc industrie, services, tout ce qui va être fonction publique, parapublique, ONG, association, tout type d'entreprise, des startups, des PME, des grands comptes, avec à chaque fois des sujets qui sont très passionnants. On prenait par exemple le projet qu'avait suivi Vincent Laramendi sur la mise en place d'un programme d'advocacy marketing sur LinkedIn auprès des dirigeants. Donc voilà. Quelques questions rapides. Il y avait une question sur... j'ai oublié simplement de... Vous avez dans la slide le contact mail que vous pouvez utiliser si vous voulez plus d'informations sur le certificat marketing digital. Quelques questions sur LinkedIn Ads. Quelles sont tes recommandations? Est-ce que tu l'utilises, demande Toufi Charesh, pour booster en fait finalement la page entreprise?
ta vision sur justement LinkedIn Ads. Alors oui, on réalise des campagnes sponsorisées avec différents objectifs. Et tout à l'heure, quand tu me demandais comment on fait pour contrer l'algorithme et comment on fait pour avoir plus de visibilité, j'ai parlé juste, et plus d'abonnés, pardon, sur la page LinkedIn. J'ai justement parlé des campagnes d'acquisition qui avaient pour objectif d'avoir plus d'abonnés sur la page. Après, comment dire, toutes les plateformes sociales de manière générale, elles vous donnent très peu de ce qu'on appelle de reach organique. Si vous publiez, il y a très peu de gens qui vont voir vos publications. Et donc, si votre objectif, par exemple, c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité et de notoriété, vous n'aurez pas d'autre choix, malheureusement, enfin, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire d'avoir recours à des campagnes sponsorisées. Pourquoi? Parce que ça va démultiplier votre visibilité d'une manière considérable. C'est pas compliqué. Regardez, nous, on a 10 000 abonnés, 11 000 abonnés. Il y a combien? 23 millions de personnes qui ont un compte LinkedIn. Donc 10 000 versus 23 millions, on comprend bien que si on a recours à la campagne sponsorisée, ça peut nous donner accès à une audience qui est beaucoup plus large. Très bien. À combien tu estimes d'ailleurs ton reach organique sur ta communauté? Parce que c'est un peu la question, c'est un peu le problème. Enfin, c'est beaucoup le problème d'ailleurs. Bah, nous, ce qui est intéressant, contrairement aux autres plateformes d'ailleurs, je parlais que c'est important d'avoir une communauté active. Moi, j'ai regardé, par exemple, je parlais du critère de la visibilité. Quand je regarde le critère de la visibilité et que je fais des camemberts, combien j'ai fait de posts par an en gratuit et en sponsorisé, et combien j'ai eu de vues, combien j'ai eu d'impressions, je m'aperçois que l'essentiel des vues, des impressions sont apportées. Je parle de la page entreprise uniquement, hein, et pas des vues qu'on peut avoir via l'employé advocacy, via le partage des contenus par rapport aux collaborateurs. L'essentiel de la visibilité, elle est apportée par la publicité. Donc ça, OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la partie interaction, je n'ai pas le même résultat. Contrairement à Twitter, où sur la partie interaction, j'ai exactement les mêmes stats à peu près que la visibilité. Sur LinkedIn, notre communauté est tellement active que finalement, en gros, 95% de mes publications sont des publications gratuites, pour simplifier, et 95% de mes interactions sont des interactions gratuites. D'où l'intérêt de travailler votre communauté, de travailler vos contenus pour avoir de la visibilité aussi en gratuit. Très bien. Merci beaucoup Vincent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... non, il y a une question en fait d'Anaël Cariolet. Est-ce que le contenu que vous publiez sur LinkedIn est aussi celui que vous publiez sur d'autres points de contact? C'est un contenu spécifique ou c'est un contenu répliqué? Alors, on a différentes plateformes, enfin différents canaux digitaux évidemment, et le but, c'est que les différents contenus, on les relaie sur un maximum de plateformes, hein, pour créer des synergies et pour qu'on soit visible sur les différentes plateformes. On travaille beaucoup notre stratégie LinkedIn, nous, c'est vrai, par rapport à d'autres plateformes. Et d'ailleurs, et pour répondre à la question que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certains contenus qu'on va publier sur LinkedIn qu'on ne va pas publier sur d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que nos audiences n'y sont pas. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Twitter, nos collaborateurs n'y sont pas, donc, ou très peu. Donc du coup, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est employé advocacy, de manière générale, on le fait peu sur Twitter. Et je pourrais prendre l'exemple de Facebook, hein, pour parler d'une autre plateforme. Les contenus experts, dès qu'on parle de fiscalité, par exemple, les contenus un peu techniques, on va moins les relayer sur Facebook, qui est une plateforme, entre guillemets, plus divertissante, et on va plutôt relayer là des contenus vie d'entreprise, histoire de la banque, etc. Très bien, très bien. Merci beaucoup Vincent. On a 43 minutes d'enregistrement. On a un peu dépassé le temps, donc je vous prie de nous en excuser. C'est toujours trop court pour aborder un sujet aussi vaste que LinkedIn. Merci Vincent d'avoir partagé en fait finalement ce témoignage et puis une expérience très, très concrète. Je pense que ça apporte beaucoup. J'espère que ça a été le cas pour vous qui êtes en ligne, que ce webinaire a été constructif. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée. Très bien. Merci Vincent. Au revoir. À bientôt. Au revoir.